Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Hebdo Show pour ce nouveau numéro. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Nazim Sini, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille. Bonsoir Nazim Sini. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. J'ai aussi le plaisir d'être accompagné de toute l'équipe habituelle, à commencer par Nassima Abdelrahman. Bonsoir Nassima. Bonsoir Nouhed, bonsoir à toute l'équipe et aux téléspectateurs. Samir Haïdi est également avec nous. Bonsoir Sami. Bonsoir Nouhed et bonsoir à tout le monde. Faisal Metawi est également autour de la table. Bonsoir Nouhed, bonsoir aux amis téléspectateurs. Il y a également Mehdi Rezal avec nous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir cher Nouhed. Comment ça va? Très bien, Très comme bien. chaque samedi quand je suis avec vous toutes et tous. Et il y a également Fouad Chergui. Bonsoir Fouad. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors au sommaire ce soir, mesdames et messieurs, retour sur la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Nouakchott en Mauritanie, où il a participé à la conférence africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. La souveraineté alimentaire, un enjeu majeur et stratégique pour le développement du continent africain. On s'y intéresse ce soir également. L'État syrien en route vers l'inconnu. La situation dans le pays, très incertaine, soulève beaucoup d'inquiétudes depuis la chute de Damas. Et puis en dernière partie, nous parlerons d'un thème qui intéresse beaucoup de personnes en ce moment, la création de contenu sur les différentes plateformes. Nous aurons avec nous deux invités que les adeptes de TikTok reconnaîtront sûrement. On vous laisse la surprise. Activité présidentielle pour commencer. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était donc à Nouakchott cette semaine où il a pris part à la conférence africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. On l'écoute et on en parle juste après. انطلاقا من الروح الأصيلة في سياسة بلاد الخارجية المبنية على أولوية التضامن الإفريقي لم تدخر الجزائر جهدا للمساهمة في النهوض بمجالات التربية والتعليم والتكوين في قارتنا حيث تستقبل طلاب من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة في الجامعات ومعاهد التكوين والتدريب. وفي هذا الصدد بدون من أشير فقط إلى أن عدد طلبة أفارقة الأشقاء الموجودين حاليا في الجزائر يقارب 6000 طالب مع التزام بلدي لمنح كل سنة 2000 منحة دراسة سنوية في التعليم العالي و500 منحة دراسية في التكوين المهني للطلبة الأفارقة. ونعتز اليوم أمامكم في هذا المحفل الإفريقي الموقر بالوصول إلى توفير فرص التعليم والتكوين إلى يومنا هذا إلى 65 ألف شاب إفريقي في مختلف التخصصات. Alors voilà cette participation au Mehdi du président Abdelmadjid Tebboune à la conférence africaine sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, met en avant la grande importance qu'accorde l'Algérie au développement du continent africain. Mais écoutez, le président Abdelmadjid Tebboune a plaidé pour une éducation de qualité sur tout le continent africain. Le président Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement à aider ses frères des pays africains divers pour les aider et pour justement les accompagner dans le développement de l'éducation de tout âge. Il y a un renforcement concret de toute façon des relations bilatérales entre l'Algérie et tous les autres pays africains et nous sommes sur une proportion à accentuer, développer et accélérer justement les relations bilatérales avec tous nos voisins africains. L'Algérie n'a aucun problème avec aucun des pays africains, elle l'a montré à plusieurs reprises. Elle a donné des gages, encore une fois, d'amitié, de fraternité avec ces pays, avec par exemple l'effacement des dettes, avec des montants colossaux qui ont été vraiment mis à zéro. Donc le président a eu cet engagement de remettre les compteurs à zéro pour aider le développement de ces pays frères. Et surtout, je pense que l'une des annonces les plus importantes pendant ce comité, c'est aussi les bourses d'études qui ont été octroyées Exactement. à divers pays pour des étudiants qu'ils viennent, on va dire, poursuivre et
continuer leurs études en Algérie avec un engagement total du président d'une prise en charge complète des étudiants quand ils vont se rendre sur Alger. Donc, encore une fois, l'Algérie, à travers son représentant premier, qui est le président de la République, montre toute la force qu'il met à entretenir des relations de qualité, des relations de fraternité, des relations durables avec tous ces pays amis et frères. Faisal, ça reflète une fois de plus les liens forts qui lient l'Algérie et la Mauritanie, et l'Algérie et l'Afrique en général. Absolument. La Mauritanie est un partenaire très important pour l'Algérie. Il est à notre sud-ouest et c'est la première visite d'un président algérien depuis Chadli Bejdid en 1987. À l'époque, il avait rencontré son homologue Maouia Ould Sidi Ahmed El-Taya et c'était pour inaugurer une raffinerie à Nouadhibou pour dire qu'il y a quand même une relation assez ancienne et le président Tebboune ne peut que la renforcer en visitant ce pays dans une conférence qui est très importante parce que l'éducation, la jeunesse, l'emploi, c'est des défis pour l'Afrique et l'Algérie, avec son engagement de former annuellement, Mehdi a parlé de ces bourses accordées à 2000 étudiants et à 500 étudiants dans le secteur de la formation, c'est un engagement d'Algérie pour le former chaque année. Et l'Algérie a formé jusque-là 65 000 étudiants, c'est-à-dire qu'au lieu que les étudiants africains qui généralement partent en Europe pour ne plus revenir, c'est le cas notamment des étudiants qui partent en France, ils resteront peut-être, se forment en Algérie, reviendront à leur pays en renforçant les liens, parce que vous savez que les étudiants, quand ils viennent dans un pays, ça renforce les relations, ça densifie les rapports humains et ça ouvre aussi des perspectives pour l'économie. Autre chose, c'est que le président Tebboune a donné des chiffres très importants pour l'éducation en Algérie. L'Algérie, il faut le noter, selon les standards de l'UNESCO, parmi les pays qui est au même niveau que les pays européens et américains. Plus de 95% des enfants, pratiquement tous les enfants en âge de scolarité 6 ans, sont scolarisés en Algérie. Il y a 12 millions d'étudiants et élèves dans tous les cycles de formation en Algérie. Et aussi le nombre d'enseignants est de 600 000, c'est parmi les plus importants aussi, probablement peut-être le plus important en Afrique, avec un taux de féminin de 75%. 75% des enseignants en Algérie, c'est le chiffre donné par le président Tebboune, sont des femmes. Pour dire que la femme a toute sa place dans le secteur de l'éducation, comme elle a sa place dans le secteur de la santé. Ceux qui souvent nous parlent de discours féministes, qui plaident pour les droits de la femme, voyez, la femme est en train de participer activement à l'économie nationale et également participer au développement du pays. Un autre fait à souligner très important, Faisal, 250 000 étudiants sortent chaque année des universités algériennes diplômées. Oui. 250 000 par an. C'est juste stratosphérique. Absolument, c'est très important. Et ça, c'est un chiffre que personne d'entre nous ne doit oublier. Je le répète, 250 000 étudiants chaque année sortent de nos universités diplômés et rentrent sur le marché du travail. C'est exceptionnel comme chiffre. C'est la force. C'est exceptionnel. Et c'est la force du nouveau système éducatif qu'a prôné le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour justement mettre les moyens, avec un nombre incalculable de créations d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités. Chaque wilaya a au minimum 1 à 2 grandes universités, au minimum, sur le pays, je le rappelle, le plus grand d'Afrique, ce qui n'est pas quelque chose de simple à faire. D'accord, le 10e plus grand pays du monde. Comme ça, il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, quand vous avez justement cette ambition politique de donner une éducation sereine et positive à son peuple, l'Algérie est aussi un peuple très jeune, et ben ça laisse la place à des générations futures qui auront une éducation parfaite. Samy ? Écoutez, la présence même du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Nouakchott est un signal fort que l'Algérie est pleinement engagée pour le développement, la prospérité du continent africain et cela ne peut passer que par l'éducation. Et il faut rappeler que notre pays a fait un parcours magistral en termes d'éducation. On est venu de très loin, vous savez, peu après l'indépendance, seulement 900 000 étudiants, élèves étaient dans les sièges de l'école, de l'université algérienne, etc. Tandis qu'aujourd'hui, plus de 12 millions à la dernière rentrée scolaire, celle de 2024. L'Algérie aussi a décidé de mettre donc ses moyens financiers, mais également humains, au profit de ce développement de l'éducation en Afrique. L'analphabétisme, l'Algérie a réussi à combattre ce fléau en le descendant à 8% pour cette année et les projections du ministère de l'Éducation affirment que d'ici 2030, le taux d'alphabétisation sera total, soit 100%. En ce qui convient de signaler aussi, dans
dans les propos du président de la République, dans son allocution qu'il a prononcée à Nouakchott, il a annoncé également la création d'une banque pour l'enseignement sur le continent, en plus de ces bourses estudiantines, donc 2000 pour bien entendu le secteur de l'enseignement supérieur et 500 pour la formation professionnelle. Mais il y a un autre chiffre qu'il faut rappeler aujourd'hui sur ce plateau, c'est celui de 65 000. C'est l'ensemble des Africains, des étudiants africains qui ont pu étudier dans notre pays. Et il y a des personnalités de renom qui sont passées par les bancs de l'université algérienne, en l'occurrence le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et l'Algérie, ce n'est pas qu'une éducation simple, c'est aussi une éducation de qualité avec des universités de pointe, notamment dans l'intelligence artificielle et la nanotechnologie. Oui, et le président Tebboune a d'ailleurs parlé dans ce discours à Nouakchott de la création d'une école de mathématiques appliquées. Oui. Et c'est très important parce que les mathématiques, ça modélise l'économie, ça prépare les experts de demain, ça prépare aussi les experts dans les secteurs très sensibles comme l'aéronautique et le spatial. Et beaucoup d'étudiants en mathématiques européens partent vers d'autres cieux, vers la Chine, vers la Corée du Sud, vers Singapour, vers le Canada. Autant former nos élèves ici, parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'étudiants dans ce secteur des mathématiques qui sont partis, qui ne sont pas revenus, parce que ça, c'est un autre problème qui se pose aussi avec la fuite des cerveaux. Et aussi l'école de l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, Samy, c'est très important aussi pour le futur du pays, parce qu'on sent que c'est le chef de l'État qui a une vision de vraiment futuriste, une vision qui va très très loin, parce qu'il faut préparer l'avenir dès maintenant. C'est vrai qu'il y a l'éducation, parce que l'éducation, c'est important pour un État. Et il y a un dernier chiffre, Nouhed, 30% de la population algérienne est à l'école pour un peu aller dans le sens de Mahdi. C'est très important pour un pays. Très bien, alors il faut savoir également qu'après sa réunion bilatérale, donc qu'il a tenue avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président Abdelmadjid Tebboune s'est également entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagame et son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Des entretiens, Mahdi, qui une fois de plus démontrent que l'Algérie travaille main dans la main avec les autres pays africains pour le développement du continent. Ben, écoutez, l'Algérie, justement, montre encore une fois qu'elle est prête à discuter avec tout le monde et pour un grand continent africain. L'Algérie, avec ses multiples atouts, je vais vous en citer quelques-uns, puisqu'il y a des personnes qui ont des pertes de mémoire des fois et qui ne savent pas et qui ne connaissent pas la véritable valeur de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays en autosuffisance alimentaire, en autosuffisance financière, c'est un pays en autosuffisance énergétique, c'est un pays en autosuffisance, voilà, aussi en autosuffisance sécuritaire. Et ben, une jeunesse aussi, une jeunesse exceptionnelle, qui est la première richesse de l'Algérie. L'Algérie est dans la capacité actuellement d'aider tous les pays qui le souhaitent. Elle a cette force de frappe qui est de pouvoir aider sur ses propres deniers. L'Algérie a toujours refusé le diktat et monsieur qui est à côté de moi va pouvoir en parler plus longuement par rapport à sa fonction. Donc l'Algérie a toujours décidé de gérer son argent comme un bon père de famille et de dépenser que l'argent qu'elle possède et de ne pas vivre à crédit. On connaît la situation de certains États. Et justement, quand vous voyez les relations bilatérales avec les trois présidents que vous avez cités, Nouhed, ben nous voyons que l'Algérie est respectée, que l'Algérie est écoutée et que surtout l'Algérie est là pour continuer à développer le continent africain. Le président Tebboune en a fait un cheval de bataille. Il veut absolument l'essor du continent africain. C'est le défi. D'accord ? Une autre personne à sa place, eh ben, il aurait utilisé cet argent pour essayer d'amadouer les capitales européennes et la capitale américaine ou les différents pays dans le monde pour justement faire en quelque sorte comme l'ont fait certains autres pays. Mais non, lui préfère déjà développer son continent, ses frères de son continent, pour ensuite avoir un continent fort et respecté. De ce point de vue-là économique, regardez, on est sur la base de justement aussi s'imposer au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, où maintenant nous avons la possibilité, parce que nous l'avons financière, nous avons aussi la possibilité politique de rajouter 2 membres au Conseil permanent des Nations Unies pour le continent africain. Donc c'est une ossature qui est en train de se créer, c'est des liens qui sont en train de se créer entre l'Algérie et tous ces pays frères africains pour justement pouvoir peser sur la géostratégie mondiale. C'est comme ça que ça marche.
et nous sommes sur le bon chemin. Nazim Chini, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure, vous rejoignez les propos de Mahdi Rzal. Oui, totalement, surtout que l'Algérie réaffirme son ancrage africain. On a tendance à oublier que l'Algérie appartient à un continent qui est riche, un continent qui va voir se déplacer le centre de gravité de l'économie mondiale de l'Asie vers l'Afrique. Et en fait, l'Afrique va devenir ce qu'étaient la Chine et l'Asie au début des années 2000. C'est-à-dire d'abord une économie de sous-traitance, et puis elle va progressivement devenir une économie de production avec sa propre technologie qu'elle va pouvoir ensuite commercialiser à travers le monde. Je voudrais juste revenir sur la Mauritanie. C'est un pays très important pour l'Algérie. D'abord, il faut rappeler que c'est un pays d'1 million de kilomètres carrés, 5 millions d'habitants avec un boom démographique. C'est également des réserves minières et gazières extrêmement importantes. Et aussi, l'Algérie, à travers sa politique étrangère africaine, elle réaffirme son leadership. Elle a compris qu'aujourd'hui, l'essor du continent africain est étroitement lié à l'essor économique de l'Algérie. Et le pays a envie de jouer un rôle majeur. Il faut savoir que d'ici la fin... Leader, tout à fait. Exactement. Et surtout, vous savez, le continent, d'ici la fin de la décennie, va voir émerger 20 millions de jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, 40 pays qui vont adopter la 5G. C'est également des marchés extraordinaires, notamment dans le domaine pharmaceutique, 100 milliards de dollars le marché pharma. Et c'est aussi un continent avec une population très jeune, avec 50% qui ont moins de 15 ans. Ça, c'est la véritable force du continent. Quand vous voyez l'effondrement budgétaire en Occident, avec des pays ultra endettés, le mur du vieillissement de la population, il y a de véritables questions qui se posent sur le renouvellement générationnel dans des pays comme le Japon ou l'Allemagne, et qui n'auront pas d'autre choix puisqu'ils sont face à un effondrement de leur taux de natalité que de faire appel à l'immigration. Et l'objectif aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important de miser sur la formation du capital humain et sur l'éducation pour permettre à cette jeunesse africaine de pouvoir se projeter sur son sol et de pouvoir contribuer à l'essor de ce continent. On le sait qui aujourd'hui est riche, mais il va falloir sortir de ce narratif du potentiel pour aller vers un storytelling de réussite et de success story. Sami Qaïdish, l'Algérie aujourd'hui promeut la réalisation de projets d'infrastructures avec la Mauritanie notamment. Oui, tout à fait. Et on constate que depuis la visite du président El Ghazouani en 2021 en Algérie, il y a eu une accélération de projets. L'ouverture, par exemple, d'un poste frontalier non loin de Tindouf, qui va relier donc l'Algérie à la Mauritanie, mais derrière cela à l'Afrique de l'Ouest. Il faut également rappeler la nouvelle liaison maritime qui relie Alger à Nouakchott en Mauritanie, donc capitale de la Mauritanie, mais également à Dakar un peu plus loin. Il y a aussi tout ce projet stratégique, cette fameuse route qui devra relier Tindouf à Zouiret sur une longueur de 840 km et qui va être réalisée par un consortium algérien. Donc c'est des compétences nationales qui vont mettre à profit leur expertise pour le développement et le renforcement de ce partenariat qui s'annonce déjà très stratégique. Très bien, alors en plus des activités du président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est en tournée sur le continent africain. Après l'Ouganda et le Burundi, Ahmed Attaf était aujourd'hui à Luanda, capitale donc de l'Angola. Il a apporté un message du président de la République dans lequel il a rappelé la solidité des relations politiques et l'importance d'approfondir les relations économiques. Il a également rappelé le soutien de l'Algérie aux efforts de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. On l'écoute. Je crois que le potentiel est énorme. Et en fait, nous devons commencer par le commencement. Nous nous apprêtons à signer une vingtaine d'accords de coopération. Ces accords de coopération concernent des domaines prioritaires que nous avons identifiés ensemble. Ensuite, il y a le cadre institutionnel de cette coopération qu'il faut organiser. La commission mixte qui doit se réunir, la création d'un conseil d'affaires qui permettra une interaction entre les communautés d'affaires algériennes et angolaises. C'est un message, c'est une partie du message du président Tebboune qui est très importante et je souhaite que vous en ayez connaissance. Il se trouve que, en tant que représentant de l'Algérie, je me retrouve à Luanda à un moment particulièrement important pour votre pays. Le chef de l'État angolais est un champion admiré et respecté pour ce qu'il entreprend au service de la paix et de la réconciliation au niveau du continent africain. Et en tant que représentant de mon pays, je me trouve à Luanda à la veille d'un événement important pour la région des Grands Lacs.
est un moment important dans l'action stabilisatrice, pacificatrice et sécurisante que conduit le président João Lourenço dans la région à travers ce que nous souhaitons, une réconciliation et une paix entre la RDC et le Rwanda. Faisal, alors cette tournée africaine et ce message du président de la République, c'est un signe de plus du déploiement de la diplomatie algérienne sur le continent? Oui, nous, parce qu'il faut noter qu'on a tourné pendant très longtemps le dos à l'Afrique. Dans l'ancien système qui était là, on avait complètement ignoré que l'Algérie est un pays important en Afrique et que sa profondeur stratégique se trouve en Afrique. Et je suis d'accord avec ce que disait Nazim, l'avenir de l'humanité se trouve en grande partie en Afrique, avec presque plus de 1 milliard d'habitants dans 50 ans. Et plus un grand potentiel de jeunes, parce que le nombre de jeunes le plus important se trouve en Afrique. Et ce déploiement de la diplomatie algérienne est important. D'abord, cette région des Grands Lacs, on l'a aussi oublié. Cette visite du ministre Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, dans un pays comme le Rwanda, de Burundi plutôt, qui est un pays important, parce que ces pays sont aussi des pays producteurs de produits agricoles dont nous avons besoin. C'est des pays qui produisent du café, du thé, qui ont aussi un potentiel énergétique comme l'Angola. L'Angola est le deuxième producteur de pétrole en Afrique après le Nigeria. Et l'Ouganda est le deuxième producteur de café en Afrique après l'Éthiopie. C'est pour ça qu'on peut renforcer les échanges interafricains. Et cela aussi s'inscrit dans une volonté réelle, non seulement d'aller vers une diplomatie politique, mais également une diplomatie économique, vers une diplomatie sécuritaire, financière, etc., pour aussi donner corps et aussi donner plus de puissance à la zone de libre-échange, qui a été évoquée d'ailleurs lors de la visite du président sud-africain en Algérie. Tous les responsables, y compris le président ougandais, lorsqu'il est venu en Algérie, il avait évoqué cette question. Et ça concrétise effectivement, ce n'est pas uniquement des paroles, il y a de l'action, il y a de la présence algérienne dans ces pays africains qui, vous savez, ils sont un peu ciblés de toutes parts. Tout le monde veut avoir sa part. Je parle des puissances extra-africaines. Et Mahdi a raison, l'Algérie a toujours privilégié sur le plan politique, sur le plan aussi diplomatique, les solutions interafricaines. Les problèmes africains doivent être abordés par les Africains et pas par les autres, parce que souvent, quand les autres se mêlent, on l'a vu au Sahel, l'intervention militaire des pays occidentaux n'a pas du tout réglé le problème du terrorisme, de la criminalité. Maintenant, l'Algérie est en train de plaider pour une solution africaine, y compris dans ce domaine, d'où la visite de Mme Mansouri, qui est la ministre d'État chargée des Affaires africaines. Au Burkina Faso, elle a évoqué la coopération dans le domaine sécuritaire. Justement, Nassima, vous nous en parlez. Tout à fait. Excusez-moi, Fouad. Effectivement, aujourd'hui, l'Afrique va devenir la Mecque de tout l'Occident, parce qu'elle recèle des richesses, elle a le potentiel humain qui est sa population jeune. Il y a du génie dans ce continent africain, donc il va falloir l'exploiter dans le sens, le mettre un petit sur le podium de tous les grands chercheurs, les grandes potentialités dans le monde. La coopération favorisée par le développement de ce continent, elle consiste dans différents secteurs d'activité. Effectivement, comme tu viens de l'évoquer, Madame Selma Barta Mansouri, qui est bien sûr ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, lors de sa visite au Burkina Faso avec le président Traoré, voilà, et ont évoqué plusieurs secteurs dans lesquels l'Algérie et le Burkina Faso pourront, bien sûr, où il y aura des échanges et développer, par exemple, le secteur économique, socio-économique, l'éducation. Et là, je dirais, moi, je reviens un petit peu sur l'importance de l'Afrique dans le sens où ces dernières visites et ces dernières déclarations et échanges vont redynamiser l'activité africaine et l'importance de l'Afrique tant que continent. Cette Afrique, on a toujours considéré, nous, comme peuple, comme des sous-peuples auxquels on les considérait comme étant de seconde zone, alors que toutes les richesses, toutes les économies bâties, que ce soit en Occident ou ailleurs, elles sont parties des richesses de ce continent tant oublié par les siens d'abord, avant de parler des colonisateurs. Samy, l'Algérie est un vecteur de paix et de stabilité aujourd'hui. Oui, et on peut parler clairement d'exportateur de paix dans la région.
Il faut savoir qu'il y a un redéploiement stratégique sur le continent africain. Il est extrêmement intéressant de rappeler que depuis le 12 décembre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre donc Ahmed Attaf, s'est rendu dans 3 pays en qualité de représentant spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et il a remis à chacun des chefs d'État angolais, ougandais et également de l'Angola. Voilà, voilà, c'est le gars que je cherchais. Il a remis donc une lettre à ses chefs d'État et il a discuté de diverses choses. Il faut savoir que l'Algérie a rapporté son soutien à la présidence de l'Angola pour l'Union africaine, parce que l'Angola succédera à la Mauritanie en février 2024. Il faut aussi rappeler que l'Algérie vient d'apporter un soutien clair, net et précis à la médiation angolaise par rapport au conflit qui se trame entre la RDC. Gardez votre idée samedi, on va en pub et on revient tout de suite. Vous regardez Hebdo Show, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit notre discussion autour donc de l'Algérie et de son rôle sur le continent africain. Samy, l'Algérie qui poursuit son initiative de paix dans la région des Grands Lacs. Tout à fait. Et lors de la visite du ministre Ahmed Attaf en Angola, l'Algérie a apporté son soutien à cette initiative de paix entre la RDC et le Rwanda, un conflit qui a fait beaucoup de morts. Et il faut rappeler que dans l'ensemble de cette région, de cette sous-région, même si je puis dire, un accord de paix est attendu de pied ferme, si je puis dire. En ce qui concerne aussi la visite du ministre Ahmed Attaf en Ouganda, avec le président Museveni, il est intéressant de rappeler qu'Ahmed Attaf et M. Museveni ont abordé plusieurs thématiques, notamment les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine, mais également le processus de décolonisation au Sahara occidental occupé et les derniers développements sécuritaires très inquiétants en Palestine. Très bien. Fouad, l'Algérie qui soutient l'effort de l'Union africaine pour justement faire taire les armes sur le continent et lutter contre le terrorisme. Alors l'Algérie, oui, elle a plutôt, je dirais, intérêt à aller vers les pays africains, puisque l'Algérie, on l'a dit, oui, est une économie forte. L'Algérie est un pays qui se stabilise de plus en plus, mais l'Algérie ne peut pas se permettre de laisser ses voisins des pays instables. Et on en a un exemple, on reviendra tout à l'heure sur le Moyen-Orient, sur ce qui se passe depuis très longtemps au Moyen-Orient. Le plus grand danger de l'Afrique du Nord et de nos voisins limitrophes, c'est qu'ils soient, encore une fois, la proie de pays qui s'installent. Et on sait que ces grandes démocraties ne s'installent pas pour les gens, pas pour l'éducation, pas pour faire du sport. C'est clair. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire très clairement, c'est qu'elle, l'Algérie, elle a des ressources. L'Algérie ne se déplace pas dans les pays voisins pour aller chercher des richesses chez son voisin. L'Algérie, elle se déplace pour stabiliser les relations. Parce que la sécurité de l'Algérie, elle dépend de tous nos voisins africains. Et ça, c'est très, très important. Il faut continuer à regarder vers le sud et arrêter effectivement, Faisal, de regarder vers le nord. Le nord nous a causé plus d'ennuis, plus de dictature qu'autre chose. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique, et on peut en remercier les autorités, d'aller vers ces pays africains, de construire ces passerelles, ces partenariats, et stabiliser la région, parce que stabiliser la région, c'est notre sécurité à tous. Nazim Sini, est-ce qu'on peut aujourd'hui qualifier l'Algérie de locomotive du développement du continent ? Clairement, et surtout, l'Algérie réaffirme son rôle d'intermédiation. Elle milite pour la pacification du continent. Elle lutte contre la non-ingérence, contre l'ingérence plutôt des pays Elle est pour étrangers. la non-ingérence. Elle est pour la non-ingérence, ça fait partie de ses valeurs intrinsèques. L'Algérie est un pays non aligné, qui se refuse à l'ingérence étrangère, qui a fait du mal au continent. Vous savez, les Occidentaux disaient il y a 30 ans de l'Afrique, c'était un continent sans espoir. Aujourd'hui, ils se sont aperçus que c'est un continent émergent. Et à sa tête, justement, l'Algérie. Et ce qui est très important, c'est que notre pays, aujourd'hui, a envie de jouer ce rôle parce que les pays africains lui font confiance. Il y a des relations qui sont tissées d'abord diplomatiques, il y a une convergence de points de vue politiques, notamment en matière étrangère, mais aussi en matière économique. Vous savez, on vit dans un monde qui va voir naître non pas des pôles, mais plutôt des nœuds.
c'est-à-dire des nœuds où on va avoir des points de convergence justement sur une nouvelle manière de voir la mondialisation, une nouvelle manière de construire l'économie mondiale, une nouvelle manière redistributive des richesses qui sont créées à travers le monde. Et le continent a toujours été un peu le parent pauvre de cette mondialisation qui a profité justement aux gagnants de la Seconde Guerre mondiale. C'est important de rappeler un peu l'histoire. Et aujourd'hui, le rôle de l'Algérie est justement de mener l'Afrique vers son essor, vers la place qui lui sied. Depuis que le continent existe, ça a été le berceau de l'humanité. L'avenir se jouera en Afrique et notre pays va avoir pour moi un rôle important. Et encore une fois, ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est que notre pays arrive à obtenir l'adhésion des autres peuples africains. Le continent a été quelque part abandonné, il n'avait pas de leadership. Aujourd'hui, il en a un à travers l'Algérie, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer sur la scène continentale. Et le retour de sa diplomatie forte. Tout à fait. On voit des voyages incessants, que ce soit de la part de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, ou de la nouvelle secrétaire d'État, Madame Mansouri, qui est destinée justement à l'Afrique, où nous voyons des prises de position, où nous voyons justement des dialogues avec tous les pays africains. Nous ne laissons personne de côté, nous ne laissons personne au bord de la route, nous ne laissons personne au bord du chemin. Nous voulons réunifier la véritable Afrique. Ensemble, le continent africain sera un grand continent. Mais à une condition, c'est que l'on soit tous ensemble. Voilà, c'est quoi. Il y a aussi les nombreux déplacements de M. Saïd Chengraiha au niveau de notre chef d'état-major, ministre délégué de au niveau pratiquement de tout le continent. Il est dans plusieurs pays et c'est justement pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme et valoriser ce que dit Mahdi, ce redéploiement, parce que la région des Grands Lacs et de l'Afrique australe, on a oublié. La diplomatie algérienne, il faut le reconnaître, par le passé a oublié complètement cette région. Là, aujourd'hui, on a une visite en Ouganda. Il y a eu le président mozambicain qui est venu. Le Mozambique avait des rapports traditionnels, historiques avec l'Algérie depuis l'époque du Frélimo. La même chose pour l'Angola avec l'UNITA et avec le MPLA. La même chose pour l'Afrique du Sud avec l'ANC. Donc ce retour vers cette région de l'Afrique est importante. Pourquoi laisser les autres puissances évoquées par Poued venir dans ces régions? Parce que la guerre pratiquement qui existe dans la région des Grands Lacs entre la RDC et le Rwanda, parce qu'on rêve de créer une guerre entre ces deux pays, parce que c'est des pays qui sont très riches en minéraux. La région du Kivu, du Nord Kivu, est très riche avec des terres rares, avec beaucoup de minerais, d'uranium, etc., que les autres nations en dehors de l'Afrique voudraient exploiter. Pourquoi pas ces richesses? C'est le plaidoyer de l'Algérie d'ailleurs, un plaidoyer très important, parce que ça prouve que c'est un État révolutionnaire, c'est un État qui a combattu le colonialisme, qui a des valeurs et qui veut défendre que les richesses africaines profitent d'abord aux Africains. Une vraie prise de conscience des pays africains. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que quand on a tous ce réflexe en Afrique, nord, centrale, tout ce réflexe d'avoir eu les yeux rivés sur les médias mainstream. On pensait pendant très longtemps que ce qui se dit là-bas, c'est forcément vrai. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui. On le voit bien à travers les réseaux sociaux, on le voit bien à travers ces médias qui ont totalement cautionné le génocide à Gaza, qui est une horreur absolue. Le génocide au Rwanda par le passé aussi. Oui, par le passé. Et le rôle de la France, il faut le rappeler des dictatures, bien des pays africains, on a laissé s'écrouler sans qu'un seul mot soit dit dans la presse. Mais ça, on ne le voyait pas avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la prise de conscience de ces pays africains. Ça, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Et la diplomatie algérienne, elle a vraiment son rôle à jouer. Et tout ça, il faut expliquer aux téléspectateurs algériens une chose claire, c'est que si on fait tout ça, c'est dans l'intérêt de l'Algérie. Bien sûr que c'est dans l'intérêt de l'Afrique, mais c'est dans l'intérêt de nos frontières et pour aller plus au-delà, jusqu'en Afrique du Sud. Oui, je crois que l'Afrique aujourd'hui, elle doit jouer un rôle très important, dans le sens où tous ces pays africains doivent impérativement s'unir autour de la création de leur propre technologie. Parce qu'aujourd'hui, le seul protecteur des intérêts du continent africain, c'est de passer à la création, comme je l'avais cité, que dans ce continent africain, il y a des génies, il y a des savants, il y a des chercheurs, donc qui sont capables d'évoluer et de créer, et de se protéger, de cette technologie dont nous dépendons tous. Et comme exemple menaçant à notre sécurité, parce qu'il relève après de la sécurité,
soldats des Africains. C'est l'histoire des beepers au Liban, où il y a eu l'explosion à la même seconde de 5000 beepers. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables, nous, d'avoir nos outils technologiques pour faire fonctionner et développer le continent, oui, avec toutes les bonnes volontés, les résultats seront en deçà de nos attentes et tout ce qu'elle a investi l'Algérie comme bonne volonté. Faut-il aujourd'hui que l'Algérie arrive aussi à faire cesser à convaincre tous ces pays africains de se débarrasser de cette haine et guerre fratricide qui nuit au continent et qui le freine quant à son développement, d'autant plus que nous savons tous que c'est un pays convoité par les Occidentaux parce que ça reste le berceau de toutes les richesses et de toutes les richesses qui ont fait les grandes économies. Non, je voulais rejoindre ce qu'a dit ma camarade, c'est qu'en fait, il ne peut y avoir de développement économique sans paix, sans sécurité. Donc c'est le b.a.-ba de l'essor économique d'un continent. Et puis toutes les initiatives qui sont en train d'être prises par l'Algérie, notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange, la transsaharienne qui va interconnecter 6 pays africains, 6000 km de réseau autoroutier, l'un des plus importants au monde, contribue justement à fortifier, à renforcer les relations multilatérales au niveau africain. Et puis, je voudrais souligner l'hypocrisie occidentale. Eux qui, pendant des années, ont déconsidéré le continent africain, mais lorsqu'on leur demande de quitter le continent, ils ne veulent pas. Donc vous voyez que là, il y a une dichotomie dans leur approche justement de leur politique d'ingérence sur ce continent, parce qu'ils ont compris clairement que les ressources du sous-sol africaines servaient justement leurs industries, et à travers ces industries-là, ils dominent à nouveau. En fait, c'est une nouvelle forme d'impérialisme, c'est une nouvelle forme de colonialisme. Donc, ce n'est pas tout à fait, c'est un colonialisme économique, technologique, industriel. Et aujourd'hui, ce qui est important de rappeler, c'est que l'Algérie se dresse justement contre cette nouvelle forme d'impérialisme économique en essayant de faire adhérer autour d'elle un projet de destin commun. En fait, il faut comprendre que l'Afrique est confrontée aux mêmes défis, que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Congo, le Sénégal. Vous avez un premier défi qui est un défi démographique, un boom, puisqu'on estime que l'Afrique sera dans les 20 ou 25 prochaines années le continent le plus peuplé au monde, avec évidemment l'Inde et la Chine, l'Asie, tout à fait. Un défi climatique, puisqu'on estime que d'ici 10 ans, on va avoir une hausse des températures de plus de 2 degrés, avec tout un mouvement de déplacement des populations, ce que ça va induire en termes de sécheresse, de hausse des températures, de canicules, etc. Et puis aussi des défis géopolitiques. Oui. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est devenu quelque part l'échiquier et puis le terrain de jeu des puissances occidentales, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest. Alors, Samir Qaïdi, avant de revenir vers les autres enjeux stratégiques, Nazim Sieni, pour le continent, Samir Qaïdi, une question sur l'Algérie qui plaide aujourd'hui pour l'aide au développement, pour la lutte contre la pauvreté et notamment le terrorisme. Oui, à vrai dire, l'Algérie a toujours été cette force motrice au sein du continent africain. Car dès notre indépendance en 1962, nous avons très rapidement compris qu'il fallait adopter une politique volontariste, que le développement de l'Algérie ne pouvait ne pas passer par ces autres peuples qui avaient également apporté un soutien à notre révolution. Donc, effectivement, l'Algérie, très rapidement, a toujours voulu partager avec la transsaharienne et permettre un accès à des pays qui sont enclavés, leur permettre aussi d'avoir un accès à la mer Méditerranée. Il faut aussi rappeler que notre pays, via un projet ambitieux, a permis d'offrir aux pays de la bande sahélienne une autoroute de la fibre optique. Notre pays construit, comme je l'avais rappelé il y a quelques minutes, cette route entre Tindouf et Zouérat qui va aussi permettre de connecter non seulement notre pays à la Mauritanie, mais également à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi une Algérie qui lutte par la pauvreté en affichant coûte que coûte sa solidarité. Vous savez, en août 2024, le Niger voisin a souffert d'atroces inondations et le premier pays qui s'est porté et qui s'est engagé à venir au secours des frères du Niger, c'est l'Algérie. Sans oublier aussi, Samy, que l'Algérie qui a donc donné 1,5 milliard de dollars à l'agence de développement et de solidarité. Tout à fait. Alors ça, c'était lors du sommet de l'Union africaine en 2023. Donc lors du discours du président Tebboune à cette occasion, l'Algérie a annoncé octroyer 1 milliard de dollars via... 1,5 milliard de dollars. Non, 1
milliard, en fait. 1,5 milliard, c'est dans la Banque de développement africaine pour, effectivement, via l'Agence algérienne de la coopération internationale, pour pouvoir apporter, somme toute, des aides de développement à ce continent. Et il y a aussi la politique d'électrification via plusieurs pays, l'ouverture de zones franches aux frontières, notamment avec le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Libye aussi. Enfin, vous avez avant abordé aussi les enjeux sécuritaires. L'Algérie défend aussi le continent par tous les moyens. Il faut rappeler qu'en octobre dernier, soit en octobre 2024, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chenguereha, s'est rendu en l'occurrence en Mauritanie, où l'Algérie et la Mauritanie ont décidé de faire front commun dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, et ont décidé aussi également de conjuguer leurs efforts via un partage d'informations et de... Voilà. Samy parlait de l'aide au développement. C'est un point très important parce que vous savez que les pays européens, les pays occidentaux, nous parlent régulièrement d'aide au développement. Ils ont même parlé d'aide au développement à l'Algérie, comme si l'Algérie, un pays qui n'est pas du tout endetté et qui est en train d'aider les autres, attendrait les quelques sous qui viendraient de Paris. L'aide au développement, c'est un discours diplomatique mensonger. Parce que tous les experts le disent, on donne à chaque fois, notamment pour les sommets de l'environnement, des COP, etc., on parle de grosses sommes, mais finalement, qui ne sont jamais versées et qui ne profitent pas réellement aux populations. Mathieu ? Écoutez, c'est très bien tout ce que vous avez dit, je partage tout à fait vos analyses, mais sur les deux choses, on l'a répété à plusieurs reprises, on se dit les choses. Le président, il veut une seule et unique chose. Et je demande à Nazim, qui est à côté de moi, de confirmer ou d'infirmer ce que je veux dire. Le président souhaite une chose, que ce foutu complexe du colonisé disparaisse définitivement du continent africain. Exactement. Voilà ce que veut donner comme message à ses frères africains le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Que l'Afrique est une superpuissance en devenir, que l'Afrique a les moyens de se développer à vitesse grand V, que l'Afrique a la capacité de se développer à vitesse grand V, et que ce foutu complexe de coloniser qui rend certains pays d'Afrique peut-être on va dire en mode furtif, en mode où ils avancent doucement, s'estompe définitivement. L'Afrique n'est plus une colonie. L'Afrique est un continent indépendant, avec des pays indépendants, avec des présidents qui sont élus démocratiquement. Et nous n'avons pas besoin d'avoir la vieille Europe nous donner des gages ou des bons points pour ce qu'il se passe en Afrique. D'où l'intérêt d'être présent en Afrique. Donc c'est très important de marteler ce message. Arrêtons d'avoir peur. Affirmons-nous comme un grand continent, affirmons-nous comme un continent puissant, affirmons-nous comme le continent du futur. L'Afrique se doit d'être le continent du futur. Justement, Mahdi, il existe de grands enjeux pour le continent africain. Nazim Sini, vous en avez justement parlé lors de votre événement Algérie 2030 qui s'est tenu jeudi dernier. D'autres défis à relever, que ce soit donc pour le continent, mais aussi pour l'Algérie. On pense tout d'abord à l'autosuffisance alimentaire, mais surtout l'objectif est d'assurer la souveraineté alimentaire. Nazim. Totalement. Vous savez, c'est le b.a.-ba d'une économie d'un pays. Pouvoir assouvir aux besoins alimentaires de sa population. Vous savez, pour ceux qui ont étudié la pyramide de Maslow, le bas de cette pyramide, c'est les besoins physiologiques, c'est-à-dire se nourrir. Et je discutais tout à l'heure avec ma camarade en off, où on disait qu'un pays ne peut pas prétendre être économiquement viable s'il ne peut pas assouvir aux besoins alimentaires de son pays. Sa population. Exactement. Sachant que vous allez avoir pour ces 20 prochaines années des bouleversements en matière de sécurité alimentaire. Durant cette conférence, on a parlé de chiffres totalement éloquents et incroyables. 1 milliard d'individus sur la planète, ne vont pas avoir accès à l'eau potable. 2 milliards d'individus qui vont vivre dans l'insécurité alimentaire. Face à un boom démographique, puisqu'on va atteindre un pic de l'humanité à l'horizon de 2050 de 10 milliards d'individus. Alors que potentiellement notre planète peut fournir des ressources pour 3 ou 4 milliards. Alors comment fait-on pour conjuguer cette équation insoluble entre des besoins alimentaires
tout le temps en progrès, mais des ressources qui s'amenuisent. Et autre chose, ce qui est très important, et c'est là où je salue les efforts de l'Algérie, à travers le président de la République, qui a très tôt compris qu'il fallait mettre toute son énergie dans cette souveraineté alimentaire. Parce qu'on va faire face d'abord à des baisses de rendement agricole, avec justement l'urbanisation lancinante, avec les bouleversements climatiques, de nouvelles maladies qui impactent les plantations. Donc il va falloir penser d'ores et déjà à l'agriculture du futur, celle où on va pouvoir manipuler les génomes des plantes, celle où on va faire de l'agriculture de manière verticale, où on va avoir de l'agriculture autonome, avec des drones, de la robotisation, de l'automatisation, mais surtout au-delà de tout ça, parce qu'on parle beaucoup de technologie, c'est remettre l'humain au centre de l'agriculture. C'est-à-dire aujourd'hui, on est face à un défi qui est celui de la formation, du renouvellement générationnel, de l'attractivité de ce secteur. Quand vous discutez avec des jeunes, faites un sondage dans les rues d'Alger ou ailleurs dans le monde. Vous allez demander aux jeunes, sur 10, qui serait prêt à prendre une exploitation agricole. Vous allez peut-être avoir 1 sur 10. Il faut enlever cette idée reçue que le métier de l'agriculture est je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut, de mauvais. Exactement, il faut faire tout un travail de pédagogie. Donc Nazim, quand le président de la République est arrivé et lors de ses premiers discours a dit comment cela se fait qu'en Algérie, en 2020, nous importions encore des sauces concentrées alors que vous voulez produire. Comment cela se fait-il que nous importions tout et n'importe quoi et qu'il a arrêté, il a bloqué les importations à outrance. On commandait 17 millions de dollars de sauces préparées par an. C'est une hérésie. C'est une hérésie complète. Donc, il est passé au début pour le méchant en disant, regarde, il bloque les importations. C'est pas normal, nanana. Pourquoi ? Parce que les gros lobbyistes qui se faisaient du pognon à outrance en sortant de l'euro des banques algériennes pour le transférer sur des comptes particuliers en Europe et un peu partout dans le monde, eh ben, ils ont tiré la tronche. Mais finalement, qui avait raison ? Qui a réussi à avoir une autosatisfaction alimentaire et une autosuffisance alimentaire ? Ben, c'est par rapport à un programme. Parce que le mec qui allait acheter sa sauce tomate ou qui allait acheter son ketchup ou qui allait acheter sa mayonnaise qui était importée et qui sortait des devises des banques algériennes, et bien maintenant, il est parti faire une usine qui a été aidée par le gouvernement algérien, qui a été aidée par les banques algériennes, et il a fait son usine de sauce tomate et il a fait son usine de chocolat. Je peux te poser une question, et toi qui habites en France, tu vas me le dire. Il y a 20 ans, et je vous prends tous à témoin ici, quand la famille à nous descendait d'Algérie, ils ramenaient des valises remplies de chocolat, remplies de tout et n'importe quoi. Oui, ils les ramenaient d'Europe. Il y avait même du savon. De France à l'Algérie, on est bien d'accord. Oui. On est bien d'accord. Eh bien moi je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. On ne ramène rien. Quand moi je viens de France, mes valises sont vides. Par contre quand je pars, ah bah oui, mais non. Les pots de pâte à tartiner. Quand je pars, j'ai des listes. On m'harcèle au téléphone. S'il te plaît, je veux ce gâteau-là, je veux ce chocolat-là, je veux cette pâte à tartiner là, je veux cette huile d'olive. Mais il y a 20 ans, ça aurait été possible ? Non mais on se dit les choses. Soyez honnêtes, soyez francs. Est-ce que cela aurait été possible si le gouvernement algérien, depuis 2020, n'avait pas serré l'importation et qu'il n'a pas fait en sorte que nous autres, Algériennes et Algériens, on se retrousse les manches et qu'on produise localement ? Eh bien, voilà ce qu'il faut faire en Afrique. Il faut savoir produire localement. Il faut savoir compter sur notre population. Nous ne sommes pas moins bien que les autres. Bien au contraire, nous sommes bien meilleurs. Justement, j'ai une autre question pour vous, Nazim Chini, et après vous rebondirez. Donc, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie a la capacité de devenir un leader en matière de sécurité alimentaire à travers justement sa production nationale ? Oui, totalement. Et je vais faire une réponse en 2 temps. D'abord, rebondir ce qu'a dit Mahdi, qui est extrêmement intéressant, et je lui donne raison. Vous savez, je vous donne l'exemple édifiant de la pomme. En 2019, l'Algérie a importé 68 millions de dollars de pommes. C'est fou, hein ? Récemment, j'ai vu un rapport des douanes où on exporte de la pomme pour 33 millions de dollars. Exact. Ouais. Donc, c'est-à-dire nous sommes passés... Parce qu'on s'est retroussé les manches. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, sur les 68 millions de dollars, moi je vais le dire, moi je m'en fous, hein, je mets les pieds dans le plat. Hein. Sur les 68 millions de dollars, il y avait 25 millions qui allaient en surfacturation, qui allaient dans des comptes en Suisse, en France, à Dubaï, etc., par les importateurs qui t'emmenaient le pognon là-bas pour s'acheter des appartements sur l'avenue Montaigne. D'ailleurs, si les autorités françaises peuvent nous écouter, nous souhaitons toujours récupérer les biens mal acquis. Si ça vous intéresse, on ne sait jamais. Et ensuite, quand on a arrêté l'importation,
Eh bien, les jeunes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, on va faire des usines ici, et on va les faire ici, et on va faire de l'agriculture ici, et on va travailler ici, on va créer de l'emploi ici. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une autosuffisance alimentaire, tout simplement. Parce qu'on a serré les vis et que finalement, on a réussi le pari. Le président a fait un pari qui est un pari à l'origine très osé, parce que personne n'a eu le courage de le faire avant lui. Et ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Personne n'a eu le courage de le faire, parce que la solution de facilité, c'est quoi? C'est d'importer. C'est ça. Mais Oui, toi, Nassima. tu ne gagnes pas, ton pays ne gagne pas parce qu'il sort ses devises. L'importateur, il gagne. Et le consommateur, il est. Et le consommateur, il est berné parce qu'il paye 2 fois le prix qui est actuel. Mais Et juste ben pour voilà. rebondir- Oui, Nassima, pardon, faut Moi, c'est juste pour rester un peu dans ce qui vient d'évoquer Mehdi, pour dire, revenir à la souveraineté alimentaire qui est finalement, il faut la faire comprendre aux citoyens, aux consommateurs, à tous les Africains maintenant. Il faut parler africain parce que nous appartenons à ce continent. Et fier d'appartenir à ce continent. Oui, il y a nous sommes sans tous très aucun fiers. doute. Et que la souveraineté alimentaire, c'est la dignité d'abord, c'est la liberté en second. Parce que si vous n'avez pas cette souveraineté, vous allez toujours dépendre de l'autre. Comme il vient de citer les exemples, il y a 20 ans, nous dépendions des importations. Et là, Nous dépendions, Nassima, excuse-moi de te couper, je suis désolé de te couper, nous dépendions à l'époque de mafia, de véritables mafias, de lobbyistes Tout à qui fait. montaient et baissaient le prix comme ils le voulaient. Mehdi, je voulais juste terminer avec Excuse-moi, ce C'est la- point. c'est la terminer. Pas de souci. C'est juste un peu maintenant sensibiliser encore une fois les jeunes à se remettre au travail et ce beau travail qui est l'agriculteur. Parce que c'est un métier fascinant et vous produisez pour consommer. Ouais. Et c'est extraordinaire. Très rapidement, il nous reste 2 minutes. Ce qui se dit est totalement vrai. Est totalement vrai. On a acheté la paix sociale pendant très longtemps en Algérie. Donc, oui. au moment où on a arrêté l'importation, aujourd'hui, moi j'entends beaucoup d'Algériens qui disent « mais c'était mieux avant ». Ben oui, c'était mieux avant. Mais l'effort, parce qu'on est passé de l'assistanat à une demande d'effort, avec un énorme effort pour arriver à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut produire et il faut se tourner vers le Sud? Et ça, c'est un changement radical. C'est un changement radical pour la population algérienne. C'est pas rien. C'est pas rien. Je ne sais pas dans quel quartier tu vis, Fouad, mais moi, je n'ai pas entendu c'était mieux avant, bien au contraire. Moi, justement, j'ai entendu comme quoi il y avait une libéralisation du marché du travail, que maintenant, les projets étaient suivis par les banques publiques, que maintenant, le président de la République a donné instruction pour justement suivre et favoriser la création d'emplois avec la création d'entreprises. Avant, tu avais des méthodes qui étaient d'acheter la paix sociale avec des chèques en blanc, des chèques en blanc à blanc pour créer la fainéantise. Maintenant, les gens bossent, les gens se nourrissent de leur travail, du dur labeur de leur travail. Moi, personnellement, j'ai 40 ans, ce n'était pas mieux avant et je n'ai pas honte de le dire. J'étais à l'époque dégoûté quand je voyais qu'il y avait pour une étiquette qu'on collait en jaune sur une tablette de chocolat, qu'on prenait 2 fois le prix du chocolat qui coûtait en France. Moi, donc pour moi, excuse-moi. Nazim Sini, Excuse-moi, Ça fait 4 ans que je suis à Alger. excuse-moi, Tu me demandes Fouad, depuis mais quand si moi, tu me dis que c'était mieux avant, Non, si je pour te dis toi pas- te faire je prendre te pour dis une pas banane que pour c'était payer mieux 2 fois avant. le prix Je dis du que les chocolat gens- qui était acheté en Je dis Europe, que les je suis désolé, je comprends pas Je dis comment que c'était les mieux avant. Algériens ont été habitués, tu l'as très bien dit tout à l'heure, ont été habitués à... on finance tout et on achète la paix sociale et qu'au moment où le gouvernement a décidé, et a bien fait de décider de stopper les importations, il y a un changement relativement important pour les Algériens. Nazim Sini, Et qu'est-ce ça, que il vous faut le pensez de comprendre. ce que vient de dire Fouad Chergui avant de se Écoutez, quitter non, ce moi tout ce que je voudrais dire, c'est que notre pays est sur la bonne voie, notamment en matière de sécurité alimentaire. C'est le cheval de bataille de toute nation. C'est très important. On a une démographie qui est galopante. Vous avez des bouleversements géopolitiques. Vous savez, on va assister à des guerres du blé, à des guerres de l'eau. On n'a pas parlé du stress hydrique qui est étroitement lié à la sécurité alimentaire. Et moi, je salue les efforts qui sont faits par les autorités. Et non, c'était pas mieux avant. Très bien. Je suis d'accord, c'était pas mieux avant. Mais les gens, c'est normal, c'est légitime Oui, pour des oui, gens oui. de dire que c'était mieux avant au moment où on arrête. Non, tout. mais oui, Voilà. mais je pense que c'est de la paresse intellectuelle que de Mais penser tout à comme fait, ça. Voilà, tout à mais fait. là, aujourd'hui, je pense qu'on est sur de bons rails et de la bonne voie. Je te le dis la vérité, pour moi, c'est pas de la paresse intellectuelle, c'est de l'idiotie.
Voilà, En tout cas, ce n'est pas c'est sur ces mots qu'on va clore ce débat, mesdames et messieurs. Merci à vous, Nazim Chini, d'avoir été avec nous pour cette première partie d'émission. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite. Vous regardez votre émission Hebdo Show sur Al24 News. Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, Nazim Chini est toujours avec nous pour ce débat qui s'intéresse maintenant à la Syrie. Alors, le monde entier a été surpris par les derniers événements survenus dans ce pays durant les 2 dernières semaines. L'offensive menée par le groupe armé Hayat Tahrir al-Sham et qui a mené à la chute du président Bachar al-Assad et à sa fuite vers Moscou. Al-Assad qui a reçu un asile humanitaire donc qui lui a été accordé par le président Vladimir Poutine. Pour parler également du sujet, se joint à nous depuis Paris Christophe Roh, rédacteur en chef à Radio France Maghreb 2. Bonsoir Christophe Roh. Bonsoir Noël, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation Christophe. Alors je commence avec vous. Christophe Roh. Est-ce que cette situation en Syrie était vraiment inattendue ? Alors, j'allais dire oui et non, mais surtout, non, en vérité, c'était pas inattendu parce que la Syrie a traversé, comme vous le savez, plus de 13 ans maintenant de guerre civile et on avait une résilience un peu généralisée au sein de l'armée syrienne. Je regardais cet après-midi, le salaire moyen d'un militaire syrien, c'est $40. Avec l'inflation, imaginez-vous qu'avec $40, on fait absolument rien. Alors que le plus simple poste basique des groupes terroristes qui ont fleuri en Syrie était payé en moyenne $400 par mois. Vous comprenez évidemment la différence. Il y a en Syrie, malheureusement, ce pays, depuis 2011, connaît une véritable guerre qui a fait des milliers de morts et qui a mis tout un peuple qui n'en peut plus en vérité. Et je crois que le pouvoir, Bachar al-Assad a cédé, est parti sous la pression militaire, mais aussi la pression de ses alliés qui lui ont dit de partir. Et malheureusement, le timing, je vous rappelle quand même que Donald Trump a été élu il y a quelques semaines et qu'il prendra ses fonctions au mois de janvier, le 15 janvier à la Maison-Blanche. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, je pense que vous allez partager mon avis, c'est l'expansionnisme du sionisme et d'Israël qui est en train de récupérer, de grignoter, d'avancer, et qui gagne du terrain, effectivement, nous aide. Le grand gagnant dans cette histoire est d'un côté Erdogan, la Turquie, on en parlera peut-être tout à l'heure et ce pourquoi, et il y a malheureusement, j'ai envie de dire que Israël en profite toujours d'une situation pour récupérer encore plus de terrain, et ça c'est très inquiétant. J'avoue être très inquiet pour les années à venir pour la Syrie et pour son peuple. Là où je partage ton avis, Christophe, bonsoir, c'était que le pays était en crise, malheureusement, depuis bien trop longtemps. Bachar al-Assad n'a jamais, malheureusement pour la Syrie et malheureusement pour la région complète, prôné en quelque sorte un dialogue sincère et constructif avec toutes les compositions de la grande Syrie. Et je pense que c'est ça qui lui a fait défaut, c'est ça qui ne lui a pas permis justement de reprendre la direction de la Syrie comme de l'époque de son père. Pour ma part, et cela n'engage que ma personne, il aurait dû partir bien avant. Je te dis pourquoi, parce qu'il n'avait plus d'autorité, ou il n'avait de l'autorité que sur une partie infime de la Syrie, car se maintenir au pouvoir grâce aux forces étrangères, et c'est ce qu'il faisait, un jour ou l'autre, ça te revient en boomerang, en pleine figure, et c'est ce qui lui est arrivé. La Russie était trop occupée sur le front ukrainien pour s'occuper d'un autre front syrien, qu'il l'a lâché immédiatement, et c'est ce qui a causé justement la débâcle de l'armée syrienne. Il faut savoir dire les choses. Maintenant, la Syrie était complètement, on va dire, mise en pièces, parce qu'il y avait plein de factions différentes qui la géraient du nord au sud et d'est en ouest. Donc, coupée de toutes parts avec une armée faible, les conflits successifs ont eu raison de la grande Syrie. Il faut reprendre tout à zéro. Est-ce que je m'inquiète pour l'avenir de la Syrie? En toute honnêteté, énormément, parce qu'il y a trop de chefs, et quand il y a trop de chefs, il n'y a pas de chefs. Et
Et c'est ça le problème. Surtout le chef actuel, Mehdi, on connaît son pédigré. Voilà, dire le mec, il était bras droit d'El Baghdadi. Ça te rappelle rien? Ça te rappelle rien? Le Front al-Nosra, qui, je rappelle, entre guillemets, l'ancien ministre des Affaires étrangères française, Laurent Fabius, disait qu'il faisait du très bon travail en Syrie. Rappelez-vous, hein, c'était le ministre des Affaires étrangères français. Oui, Christophe, aujourd'hui, Ahmed Jolani, qui devient Ahmed Charh, et qui est officiellement le Qaïd al-Am l'Idarat al-Amaliyat al-Askariya de Syrie, le grand chef de la direction de... Absolument, c'est un titre qu'il donne, et la manière avec laquelle il se comporte, il donne des ordres, parce que maintenant, c'est plus... attention, Jolani a été formé par le Qaïda en Irak. Il était avec le Baghdadi, avec Daesh, et puis il a créé Jabhat al-Nusra, et puis c'est devenu Hayat Tahrir al-Sham, qui est composé de groupes Zarqawi aussi, qui a disparu d'ailleurs des radars. Et donc ce groupe hétérogène va devoir gérer, c'est une question posée par Mahdi, il a raison, qui va gérer la Syrie. C'est une grande question. Aujourd'hui, il y a une réunion à Amman de certains pays arabes, parce que visiblement la Syrie intéresse tout le monde. Tout le monde veut partager, avoir sa part du gâteau. Personne ne parle du Soudan. Au Soudan, il y a une guerre civile, il y a des morts, il y a des viols, il y a de la famille, il y a des massacres. Personne ne parle de ce pays. Oui, et tout le monde s'intéresse à la Syrie. Blinken, qui est un ministre partant, parce que Blinken, qui va écouter la parole de Blinken, maintenant il n'est plus. Bientôt, il sera plus ministre, secrétaire d'État, qui appelle alors le gouvernement syrien à renforcer la stabilité, un pays qui a été exsangue. L'armée israélienne a fait plus de 300 frappes sur la Syrie. Elle a complètement détruit la capacité militaire de la Syrie. Les États-Unis qui, rappelez-vous, en 2018 nous disaient, ça y est, ils vont quitter la Syrie parce qu'ils ont détruit le Daesh, l'État islamique. Là, les États-Unis ont frappé plus de 75 frappes sur la Syrie. Continuons le travail de l'armée sioniste. C'est l'armée sioniste qui a avancé ces derniers jours sur Jebel Sheikh, cette zone tampon du Golan, et le même Netanyahou qui a massacré la population à Gaza, qui dit que le Golan sera éternellement israélien. Exactement, il faut justement rappeler le contexte, Faisal, qui est que l'offensive sur les différentes villes syriennes s'est tenue au lendemain du cessez-le-feu au Liban. Avec le Hezbollah. Il y a eu ensuite les frappes sionistes sur la Syrie, plus de 300 frappes sur des sites stratégiques syriens, on le rappelle. Ensuite, on a eu le sanguinaire Netanyahou qui a déclaré donc à propos du Golan occupé que cette région serait éternellement donc à l'entité sioniste. Voilà, c'est une nouvelle, Nassima, c'est une nouvelle violation finalement du droit international, alors qu'on sait que le Golan est un territoire occupé et c'est reconnu comme tel par le droit international. Tout à fait, Nouhed. Il faut juste rappeler que ce bouleversement en Syrie, il a été préparé bien longtemps, depuis le déclenchement de la guerre en 2011. C'est-à-dire que finalement, l'entité sioniste, elle avait toute une stratégie, une planification. Mais on ne pouvait pas s'attaquer directement, on ne pouvait pas sortir ses griffes et s'attaquer directement à la Syrie avant de l'avoir amputée de deux alliés principaux qui sont l'Iran et Hezbollah, la résistance de Hezbollah. Donc on a affaibli... Donc l'axe de la résistance. L'axe de la résistance. On a affaibli l'axe de la résistance en déclenchant d'abord une guerre après Gaza, bien sûr, et le soutien de Hezbollah à cette guerre à nos amis frères palestiniens. Donc la guerre dans le sud du Liban, on a essayé de détruire toute cette zone-là pour intimider davantage le Liban. Donc c'est la banlieue sud de Beyrouth qui a aussi, elle a eu sa part de ces frappes et la destruction massive des constructions. Donc la première des choses, quand on a annoncé le cessez-le-feu, qui est un pseudo-cessez-le-feu, parce qu'on continue encore à détruire le sud du Liban, c'est tous les jours, il y a eu des victimes, des morts. Donc là, le cessez-le-feu, il a été dépêché, initié par l'administration partante de Biden, par Hochstein, suite à une frappe qui a fait très mal à Netanyahou. C'est la base des militaires des Mossad Shraga du côté du nord de Haïfa, pour qu'il n'y ait pas confusion. Et là, à ce moment-là, l'entité sioniste, donc c'était le moment opportun de reprendre le projet
avait initié depuis 2011, c'est d'annexer cette partie de la Syrie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que Jebel el-Shir? Jebel el-Shir, c'est cette zone qui donne tampon d'abord et qui domine Damas. Donc, c'est-à-dire que là, vous avez la même mise sur Damas. Et là où c'est une zone stratégique, là où il y a des ressources hydriques les plus importantes, le projet de l'entité sioniste, c'est de développer une zone agronomique dans cette région. Et il y a le lac de Tibériade. Comme projet, c'est une zone touristique. Donc, vous imaginez un petit. Là maintenant, les décisions prises par l'entité sioniste, c'est de construire une base de vie dans cette région, alors qu'ils avaient déclaré qu'ils partaient à la fin d'hiver. Ils ne partiront pas. Mais quel hiver, de quelle année? Nazim Chini, est-ce qu'on est aujourd'hui face à une reconfiguration géopolitique régionale? Oui, clairement. Puis on a l'impression que tout cela répond à un plan. À une planification pour déstabiliser cette région du monde qui est une véritable poudrière. C'est celui de la création du Grand Israël. Exactement. Et quand vous prenez un peu de recul, vous voyez que d'abord ça a commencé par Gaza, le Liban, la Syrie. Et donc c'est tout un maillon de ce Moyen-Orient qui est en train d'être reconfiguré avec justement l'appui des États-Unis. Et pour moi, la grande question, c'est maintenant que va devenir la Syrie. Parce qu'aujourd'hui, ce pays est ingouvernable en l'état. Et le monde entier ne peut pas se permettre d'avoir un autre pays qui sombrerait dans l'incertitude et dans un bain de sang. Vous avez des pays comme la Libye qui ont du mal à se structurer, à se remettre de plusieurs années, on va dire, de combats fratricides entre plusieurs factions. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à un scénario à la libyenne en Syrie? Tout à fait, bien sûr. Le Soudan, à l'irakienne, à l'afghane, et à la yéménite, à la soudanaise. On arrête ou on continue? Voilà, non, mais bien sûr. Et Mehdi a raison, c'est-à-dire que tout cela profite à l'entité sioniste. Et à un moment donné, je pense que à l'entité sioniste, pardon, et les Américains. Les Américains, mais bien évidemment. Parce que Nazim, on oublie, Nouhad, de parler dans ce dossier syrien du pétrole syrien. Bah oui, le pétrole syrien est actuellement, je vais expliquer Nassima, il est dans le nord-est de la Syrie, il est géré par les forces, ce qui est appelé les forces démocratiques de Syrie, qui sont des forces kurdes et qui sont soutenues par les États-Unis. D'ailleurs, l'ancien Trump, quand il était à la Maison-Blanche, il avait parlé de cette question du pétrole. Il n'y a pas uniquement que le pétrole syrien qui est pillé. Le peuple syrien ne profite pas à ses richesses. Il y a aussi le blé et l'orge qui est un produit, et l'eau au nord de la Syrie qui est aussi détournée par plusieurs groupes. La Syrie sera ingouvernable. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un pays multiconfessionnel. On a l'exemple du Liban. Il y a les Kurdes, il y a les Druzes, il y a les Alaouites, il y a les Chiites, il y a les Sunnites, il y a beaucoup de groupes, des groupes islamistes. Sans compter les chrétiens. En plus des groupes armés, il y a beaucoup d'armements qui circulent en Syrie. Il y a d'abord les forces démocratiques de Syrie, les FDS, qui sont soutenues par les États-Unis. Il y a l'armée nationale de Turquie. Et les Druzes qui ont déjà demandé l'assistance de l'entité sioniste. Absolument, l'armée nationale syrienne qui est soutenue par la Turquie au nord. Il y a aussi l'armée libre de Syrie, on l'a oublié celle-là, à l'est. Il y a aussi les Hayat Tahrir al-Sham qui ont un conglomérat de beaucoup de groupes, certains soutenus par la Turquie, l'autre par les États-Unis, parce que vous remarquez que ces combattants sont entrés à Damas avec de l'armement très sophistiqué, avec des habits tout neufs, ils les ont ramenés, c'est une grande question. Comment est-ce qu'ils vont s'entendre? Parce que certains, par exemple comme Jamal Sloumain, qui est un ancien opposant, et qui appelle à la nécessité de revenir à la résolution 2254 de l'ONU, qui appelle au cessez-le-feu, à la négociation. C'est vrai, comme l'a souligné Mahdi, Bachar al-Assad aurait pu profiter de l'accord d'Astana, qui a été signé par les pays voisins, pour engager un dialogue politique. Il aurait pu éviter cette fin. Oui, parce qu'il a quitté le pays, en fuyant le pays. Curieusement, avant de partir à Moscou, il est passé par les Émirats arabes unis. La grande question, pourquoi il est parti aux Émirats arabes unis avant de partir en Russie? Aujourd'hui, il y a le débat sur la présence des forces russes sur le territoire syrien, la présence des forces américaines, parce qu'il y a plus de 1000 soldats, en plus des autres groupes. Donc comment tout ça va être géré? Est-ce qu'il va être géré dans la paix comme le prétendent les nouveaux maîtres de Damas, ou est-ce que ça va être fratricide comme c'est le cas d'autres exemples, parce que dans le pays arabe, on a eu beaucoup d'exemples. Samir Qaïdi, l'armée... On assiste à la balkanisation du Moyen-Orient. Samir Qaïdi, justement, je vous donne la parole. On assiste aujourd'hui à la destruction. Il y a eu plusieurs destructions d'armées donc arabes. Aujourd'hui, c'est l'armée donc syrienne, cette même armée qui a donc abandonné, disons-le clairement, son président, alors que quelques jours avant sa fuite, il disait qu'il se battrait jusqu'au bout.
Comment expliquer ce retournement de situation accéléré et cette destruction aussi rapide de cette armée? Écoutez, je ne sais plus si c'est Kissinger ou Brzezinski qui disait qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Et il faut Brzezinski, voilà. Et il faut venir sur ce point focal qui est extrêmement grave. C'est que je pense que la Syrie est victime d'un complot qui a été ourdi pour détruire ses capacités, sa souveraineté, son intégrité territoriale, etc. Et c'est vrai que quelques heures après la chute de Damas, 80% des capacités militaires et scientifiques de la République arabe syrienne ont été bombardées par l'entité sioniste qui a profité de cette instabilité pour essayer d'imposer un nouveau fait accompli, celui du colonialisme, parce que en quelques heures, ils ont pris possession de territoires qui vont au-delà du Golan. 276 km carrés ont été annexés. Une grande opération de destruction de l'entité sioniste. En plus d'une opération de destruction des villages, ils ont fait aussi, ils ont opéré des menaces contre les populations civiles pour les pousser à quitter sur le champ. Selon le Guardian, très rapidement. Il y a déjà des populations nourettes qui ont été déplacées. Oui, bien sûr, à Umbatna, mais également à Konaïtara, etc. Donc c'est vrai que selon le Guardian, depuis 2019, l'opération de la chute de Damas a été programmée et savamment orchestrée pour attenter à ce pays. Il y a aussi un autre analyste politique, mais qui est un ancien du renseignement suisse, Jacques Beau, et qui dans un ouvrage récent, dans un papier récent analytique, affirme que le rôle de l'entité sioniste est trouble et qu'il vise finalement à détruire un autre pays arabe. Et il faut savoir que vous avez parlé de la violation du droit international, mais ce n'est pas que le droit international, c'est aussi les accords de 1974, des accords de désescalade qui ont été somme toute violés, et une démilitarisation totale de la Syrie. Et permettez-moi d'être vraiment bref, mais il y a un autre expert, journaliste britannique, Martin Jay, qui, dans un autre papier, effectivement, qui a été publié cette semaine, dit que les Occidentaux ont un rôle assez amateur dans ce dossier-là. Et il dit que l'objectif aussi de l'entité sioniste, je cite, c'est de diviser ce pays et d'en faire un no man's land. Christophe Fro, justement, je reviens vers vous pour continuer à parler donc de l'entité sioniste et de son rôle dans la chute de Damas. Christophe Fro, est-ce que l'entité sioniste, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entité sioniste poursuit sa dynamique expansionniste en Syrie? Complètement, Noël, on le voit. On rappelle qu'au lendemain du départ de Bachar al-Assad, elle a mené en 2 jours plus de 300 frappes, vous le rappeliez très justement, en détruisant tout l'arsenal de la Syrie, du port, toutes les armes, les bases militaires syriennes. Vous avez évoqué tout à l'heure un mot qui est très important, le Grand Israël. En fait, Jacques Beau, comme disait Samy, disait que le jeu des sionistes était un peu trouble. Au contraire, il est très clair. Aujourd'hui, il l'affirme. Aujourd'hui, alors après la Syrie, si vous connaissez un petit peu la carte du Grand Israël, c'est un petit bout du Liban, un bout de l'Égypte, un bout de l'Arabie Saoudite. On va aller où? La Jordanie également, oui. Voilà, la Jordanie. On va tout de suite calmer les fantasmes de certains en Occident, et en particulier en France, qu'après la Syrie, le tour de l'Algérie, franchement, vous pouvez... Qu'ils viennent, on les attend. Calmez-vous, l'Algérie va très bien. Qu'ils viennent, Christophe, voilà, nous sommes prêts. En tout cas, il y a un fantasme ici en Occident, et encore une fois, comme je disais chez vous la dernière fois, en particulier chez ceux qui sont nostalgiques de l'Algérie française, de vouloir faire ce qu'ils veulent en Algérie. Calmez-vous, l'Algérie est un pays souverain, l'Algérie est un pays qui est dirigé et qui est avec un peuple qui est prêt à se battre pour son pays. C'est un pays qui a donné, et je pense qu'il faut vraiment laisser l'Algérie tranquille. Et je ferai, Mehdi, si tu le permets, vraiment, comment on appelle ça, un sourire kabyle à Maître Ben Laden, qui a parlé après Bachar al-Assad autour du dictateur Tebboune. Christophe Fro, je suis un peu écarté du sujet,
Mais parce que Non, je mais voulais vous avez d'abord raison, parler- mais bon, à des inepties comme ça, on répond par le mépris et le silence. Christophe Roche, je voudrais vous donner deux informations et que vous pourrez en fait ensuite donc analyser pour nous. Alors le groupe donc Hayat Tahrir al-Sham a demandé aux organisations palestiniennes de déposer les armes d'un côté et puis de l'autre on a El Joulani, donc leur chef, qui annonce qu'il ne va pas se confronter à l'entité sioniste. Quelle analyse faites-vous de ces deux déclarations justement? Mais je suis absolument pas surpris. Rappelons que pendant l'épisode de Daesh dans les années 2013-2014 en Syrie, rappelons que les blessés de Daesh étaient soignés en Israël. Peut-être vous l'avez peut-être oublié. C'est vrai, ça, c'est Quand même vrai. un élément important. Sur le C'est Golan. vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, d'avoir un leader, un pseudo-leader qui est Monsieur Joulani, donc qui a été très clair. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont dit dans les médias israéliens. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre de nous. En clair, faites ce que vous avez à faire. En plus, cet homme est né, si je ne dis pas de bêtises, dans le Golan, justement. Et ce mec est en train de laisser le Golan, l'endroit où il est né, à Israël, qui est en train de se l'approprier. Et Netanyahou, le criminel Netanyahou, dit que ça sera éternellement à Israël. Évidemment, il va falloir... Je pense que vous l'avez très bien dit tout autour de ce plateau. On est dans une situation absolument désastreuse dans cette région qui est vraiment à feu et à sang. Et ça peut basculer dans tous les sens. Ce qui prouve, Nassima, justement, El Joulani, qui est donc considéré comme un terroriste au niveau international, mais que l'Occident aujourd'hui, l'Occident aujourd'hui est en train de redorer son image. Redorer son image. Temporairement. Non, c'est pas temporairement, Faisal. Ils sont utilisés. Oui, non, parce que c'est une fabrication de l'entité sioniste. C'est une fabrication, tous ces groupes sont la fabrication et c'est ceux-là qui ont permis la chute de Bachar el-Assad. Donc aujourd'hui, bien sûr, ces groupes-là leur ont permis, ils ont permis à l'entité sioniste de s'accaparer et d'annexer Jabal el-Shir. Ils vont avancer encore peut-être jusqu'à Damas et de réaliser le grand rêve du grand Israël. Eh ben, écoutez, c'est normal, c'est leurs alliés, c'est l'Occident. Et l'Occident, bien sûr, il fera tout pour blanchir El Joulani et les frères de Joulani. Très bien. Alors voilà donc pour ce qui est du débat autour de la Syrie. On passe maintenant à un autre sujet, donc avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Kamal Daoud, lauréat du prix Goncourt pour son roman Houri, paru aux éditions Gallimard. Il s'est exprimé sur une radio française cette semaine à propos des accusations et de la plainte déposée par Saada Arban, victime du terrorisme, qui l'accuse d'avoir violé son intimité et raconté son histoire, Faisal. Oui, absolument. Kamal Daoud, qui est la star des plateaux français après l'obtention du prix Goncourt. Starlet. Oui, Mahdi a notre expression. Il continue à tenter de se défendre parce qu'effectivement, dans l'interview de France Inter, Léa Salamé a posé les bonnes questions pour une fois. Par rapport à la plainte qui a été déposée par Mme Saada Arban. Mme Saada Arban accuse Kamal Daoud d'avoir brûlé son histoire. Et dans ce plateau, nous avons invité Mme Fatma Ben Braham qui a expliqué le fond de l'histoire. Dans cette interview, d'abord on a vu, la vidéo elle est postée sur YouTube et on voit un extrait à la télévision maintenant. On voit la gêne dans laquelle était Kamal Daoud. D'abord parce qu'on sentait qu'il était en train de mentir. D'abord il commençait à attaquer et il a rappelé un épisode qui revient en 1997 lorsque le photographe de l'AFP a pu publier une photo la Madone de Ben Talha. Il y a eu une critique parce que la dame n'a pas voulu que sa photo apparaisse et elle a raison parce qu'il y a le droit à l'image. Il fait un parallèle qui est complètement faux. Et il dit maintenant, moi j'ai rencontré plusieurs victimes, j'ai interviewé plein de gens, j'ai fait une enquête, mené des entretiens, etc. On aimerait bien avoir la preuve de ces entretiens, d'où il les a menés et comment il les a menés. Et l'autre gros mensonge, c'est que Kamal Daoud dit que Mme Mentouri, Mme Zahia Mentouri, qui a adopté Saada Arban à Oran, parce que Saada Arban a échappé, donc c'est une rescapée, c'est la seule rescapée dans l'histoire du terrorisme en Algérie, donc une tentative d'égorgement. Il dit que Mme Mentouri racontait partout à Oran l'histoire de Saada. Ce n'est pas vrai. Mme Mentouri n'a absolument jamais parlé de cette histoire à personne. Et elle lui a dit à plusieurs reprises Kamal Daoud ne racontait pas son histoire parce que Saada Arban ne veut pas que son histoire soit étalée dans un roman.
Le pire, c'est que dans ce même discours de Kamel Daoud, parce que Kamel Daoud il a un narratif très clair. Pourquoi vous ne parlez pas de la guerre, ce qu'il appelle la guerre civile, et vous parlez souvent de la décolonisation de l'espace colonial français, et maintenant pour lui Sansal et tous ceux qui lui ressemblent en France. Justement, vous évoquez Sansal, il y a son avocat, François Zimré, qui lance une campagne médiatique contre la son avocat qui a reçu, excuse-moi, Faisal, je continuerai après. Voilà, son avocat qui a reçu un refus de visa d'après lui pour venir en Algérie. Ouais. Mais juste une petite parenthèse, et après je te laisse finir, Faisal. Quand Rachid Nekaz, qui est né français, lui, né français, et a voulu monter son avocat en France pour défendre à son procès, son avocat a reçu un refus de visa. Ouais. L'Algérie n'en a pas étayé sur tous les plateaux de télévision et sur tous les journaux de la presse. Oui. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Moi, je vais vous dire une chose. 62 ans après, une certaine partie de la France, de droite, dure ou d'extrême droite, ne veut pas guérir de la cicatrice algérienne. Ouais. D'accord? Quand tu me parles de Kamel Daoud, quand tu me parles de Boualem Sansal, ce sont juste des Algériens qui, eux, n'ont pas oublié de, excusez-moi, embrasser la main de leur colon. C'est aussi simple que ça. Ils travaillent, ils sont des agents pour la déstabilisation de l'Algérie, qui sont payés par des gens qui sont nostalgiques de l'Algérie française. Moi, je sais faire la part des choses. Tu as un discours feutré policier de l'Élysée, d'accord, qui te dit on va trouver des solutions, il n'y a pas de souci. Et ensuite, tu as un discours qui est virulent à outrance d'une faction politique, d'un parti politique et de ses acolytes, où ils sont en train de sponsoriser, ils sponsorisent deux Algériens qui sont tout récemment français. Hein. On parle de la même année, on est en 2024, ils ont été nationalisés, ils ont été naturalisés il y a quelques mois. Donc, c'est devenu les Fontainebleau et Voltaire 2024 pour la France, alors que personne ne savait qui ils étaient. Mais moi, il m'oublie tous les écrivains algériens qui ont toujours écrit en toute liberté en Algérie et des fois contre justement les différents gouvernements. Et vu que ce sont des Algériens qui crachent sur des Algériens, eh bien ils aiment ça et ils sponsorisent et ils essayent de faire monter la sauce, de faire mousser la chose. Bien sûr. Et donc ce sont des agents qui travaillent pour les nostalgiques de l'Algérie française. Absolument. Pour les anciens de l'OAS. Vous avez raison, Mahdi, parce que Kamel Daoud est accusé de reprendre le discours de l'extrême droite. Je voulais citer cette phrase sur France Inter. Il parle des islamistes. Les islamistes sont là, ils commercent, ils s'enrichissent, prêchent. Bien sûr, il y a les islamistes partout en Algérie, vous les avez vus. Ils sont les fervents promoteurs du discours de repentance qu'on exige de la France. Ça veut dire que si vous demandez à la France de reconnaître ses crimes coloniaux, si vous demandez à la France de réparer les essais nucléaires dans le sud algérien, si vous leur demandez de dire qu'ils ont commis des crimes, vous êtes des islamistes. C'est ça le narratif pour lequel sert Kamel Daoud. Et je voulais seulement rappeler en quelques secondes qui est François Zimré. François Zimré est un ancien ambassadeur de France au Danemark, ancien ambassadeur aux droits de l'homme, et qui a critiqué la décision de la CPI, Cour pénale internationale, d'engager des poursuites pénales contre Netanyahou, son ministre de la guerre. C'est un ami personnel. Il est l'ami personnel de Nicolas Sarkozy. Et il est l'avocat de la famille Bongo au Gabon. Il est l'avocat de Jabhat al-Nusra. Il est avocat de Jabhat al-Nusra, le groupe terroriste en Syrie. Il est l'avocat de Amir Abouraoui. Il a été en Birmanie. Il a été en Afrique centrale. Donc, qui est cet avocat qui défend Sansal et qui veut saisir l'ONU contre l'Algérie? C'est une grande question qui est posée aux téléspectateurs. On continue d'en parler dans quelques instants après la pub. On poursuit votre émission Hebdo Show pour cette dernière partie. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On était il y a quelques instants en train de parler de l'affaire Kamel Daoud et Boualem Sansal, et plus exactement de François Zimré, avocat de Boualem Sansal, Mahdi. Avocat, d'ailleurs Faisal l'a si bien dit juste avant, avocat qui n'est pas l'avocat de Boualem Sansal, mais qui est l'avocat de Gallimard. De la maison d'édition. De la maison d'édition. Donc, posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. Maintenant, il y a une chose que je voudrais dire à cette partie
extrême droite et ancien nostalgique de l'Algérie française. L'Algérie, c'est pas Sansal et Daoud, grâce à Dieu. L'Algérie a enfanté d'illustres écrivains qui ont pour nom, alors, Rachid Mimouni, Mouloud Mamri, Assia Djebbar, Kateb Yassine, Yasmina Khadra, Mouloud Faraoud, Mohamed Dib, Ahlam Moudghanemi, Amin Zawi, Rachid Boudjarra, Tahar Jahoud, et la liste est encore longue. Moi, je me pose une question sincère, d'accord? Pourquoi la France ne parle pas d'eux? Pourquoi l'extrême droite française n'est pas aussi, on va dire, vindicatif et aimant envers toutes ces personnes? Parce qu'ils ne crachent pas sur l'Algérie? Ah, c'est pour ça. Donc en fait, pour être aimé d'une certaine partie de la France, il faut cracher sur l'Algérie. Donc il faut cracher sur sa patrie. Dieu merci, nous avons des écrivaines et des écrivains qui aiment leur patrie, qui aiment leur pays et qui ne vendent pas leur âme pour avoir un bout de papier. C'est très important. Pardon, j'ouvre une parenthèse, Mehdi, si vous permettez, juste pour vous dire que Rachid Boudjarra, il a été traduit dans plus de 70 langues. Oui, parce que Rachid Boudjarra a une position très courageuse, c'est un patriote qui n'a jamais... D'ailleurs, Rachid Boudjarra était parmi les premiers Mahdi à critiquer et Boualem Sansal et Kamel Daoud dans son livre Les posters de l'histoire. Je citerai des noms d'autres écrivains que cités par Mahdi. C'est vrai que c'est des grands noms de la littérature algérienne. Leurs travaux sont traduits un peu partout dans le monde. Je citerai Abdelhamid Ben Hadouga, Abdelwahab Aissaoui, Assia Djebbar, Ahmed Taibaoui, Hajar Kouidri, Maïsabi, Adel Meddi et tous les jeunes écrivains qui écrivent en arabe et en français. Et sans oublier que l'œuvre de Kateb Yassine est toujours enfermée par son éditeur français, qu'elle n'a pas été rééditée. Parce que les éditions du CEI refusent de revendre les droits de cet écrivain, et ça c'est un autre débat. Bon, Kamel Daoud et Boualem Sansal ont choisi d'être français, on dira que c'est leur droit. Ils ont choisi aussi de faire de la littérature française, parce qu'il ne faut pas compter qu'un livre écrit par un Algérien, publié en France, édité par un éditeur français, corrigé et revu par un éditeur français, distribué en France, soit un livre algérien. Ce n'est pas un livre algérien, il ne fait pas partie de la littérature algérienne. Maintenant, je reviendrai rapidement au Nouhetz sur François Zimré. François Zimré, il a un cabinet qui s'appelle Zimré et Finel, il est avec une avocate qui s'appelle Jessica Pinel, ils sont dans toutes les affaires et parfois souvent dans des affaires louches. Et d'ailleurs, quand vous lisez leur présentation de leur cabinet, c'est un cabinet d'avocats international associant ingénierie juridique et savoir-faire diplomatique, ou bien faire des avocats dans le travail diplomatique. C'est comme le dit Mehdi, on invite nos amis téléspectateurs à s'intéresser à ces avocats qui font beaucoup de tapage, beaucoup de bruit, il est dans tous les plateaux pour critiquer l'Algérie. Et avant de clore le débat, je voudrais donner la parole à Christophe Roh, donc, qui nous attend toujours depuis tout à l'heure. Christophe Roh, quelques mots sur cette affaire et sur cet acharnement médiatique contre l'Algérie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur Golnadel, sur le pseudo-avocat Golnadel qui s'est pavané de débiter des bêtises sur la chaîne d'extrême droite CNews. Absolument. Moi, j'ai été horrifié, mais je dois dire qu'on l'a entendu lui, mais il y en a eu plein d'autres, effectivement, qui ont, en particulier de la droite et de l'extrême droite, eu des propos absolument désastreux, dégoûtants. Qu'attendre de la part de ce type de personnage? En fait, vous l'avez, je pense, bien compris et bien décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, dans le contexte actuel, et au vu des relations plus que déplorables entre la France et l'Algérie, aujourd'hui, dans la sphère médiatique, on invite des Algériens qui viennent cracher sur l'Algérie. Parce que ça répond... Ils ont le tapis rouge. Non mais Mehdi, ça répond à un agenda aujourd'hui que les rédactions, en particulier les chaînes de désinformation telles que CNews, veulent entendre aujourd'hui. C'est triste, mais c'est ainsi. Et vous le rappeliez, il y a d'excellents écrivains. Rappelons quand même, Faisal, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, le succès incroyable qu'a eu le Salon du Livre d'Alger au mois de septembre dernier. Rappelez-moi, c'était au mois de septembre. Novembre, le succès incroyable du Salon du Livre. Donc, des écrivains, il y en a. Il n'y a pas besoin d'aller chercher Sansal ou Daoud aux compagnies. Mais moi, j'invite les téléspectateurs à regarder le reportage que vous avez diffusé hier soir sur votre chaîne
comment Amine a infiltré la DGSE française et les projets justement de la France en Algérie. Un scandale. Vous allez Pour faire comprendre échouer le complot. beaucoup de choses. C'est passé sur Al24, Christophe, tu as bien fait de le souligner. Un scandale d'État qui Très a bien. été déjoué. Merci Christophe Roux, Merci à toi, merci Christophe. d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Radio France Maghreb 2. Merci également à vous Nazim Sini, encore une fois d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants. Bienvenue à vous pour cette dernière partie. Pour cette dernière partie, donc Naliman Zekar nous a rejoint. Bonsoir Naliman. Bonsoir Noël, bonsoir tout le monde. On a également avec nous deux invités de marque qui sont de passage cette semaine à Alger. À commencer donc par vous, Madame Nassera Mimoun, connue sous le pseudo Nanou Christelle donc sur TikTok, et également Mohamed Laraj alias Coach Laraj. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors bonsoir à tous les deux. J'ai fait le tour un peu de votre contenu sur TikTok et donc ce que j'ai remarqué c'est que, bon je vous suis aussi, mais ce que j'ai remarqué c'est que vous faites du contenu très varié, mais ce que vous avez en commun c'est votre amour pour l'Algérie. Pour résumer, vous êtes deux patriotes algériens qui défendent leur pays sur les réseaux sociaux dans un contexte où l'Algérie, on le sait, est attaquée et est victime de campagnes de désinformation et de diabolisation de la part de certains milieux bien connus pour leur hostilité. On citera le régime du Merzen, l'extrême droite en général ou encore les sionistes. Nassera Mimoun, je vais commencer avec vous parce que honneur aux dames. Quel a été le déclic pour vous? Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous lancer dans les réseaux sociaux et à aborder des sujets délicats ou des thématiques concernant l'Algérie? En fait, moi, à la base, TikTok, c'est juste ma fille qui m'avait envoyé une petite vidéo humoriste avec des animaux, c'est des chats. Puis j'ai continué à swiper, puis je tombe sur des personnes qui insultaient les martyrs algériens et j'ai pas supporté depuis ce moment-là. Je me suis dit non, c'est pas possible, on n'a pas insulté l'histoire de l'Algérie. Je suis algérienne, même si je suis née en France. Voilà, j'aime mon pays. Et il est hors de question que je puisse, moi, voir des personnes salir non seulement notre histoire, balancer des fake news à longueur de journée, s'amuser à trafiquer avec l'intelligence artificielle des photos et des vidéos. Ça, je ne le supporte pas. Donc, moi, ce que je fais tout le contraire de ce que font les gens. C'est-à-dire, ils passent leur temps à mentir et je passe mon temps à être derrière à rétablir la vérité. Et vous, Mohamed? Chapeau. Alors moi, à la base, j'étais sur YouTube et je parlais de football. Et j'ai voulu transférer ça sur TikTok. Coach Larage. Exactement. Et dès que j'ai commencé à parler, ne serait-ce qu'un petit peu de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie, c'est là où j'ai vu énormément de commentaires, on va dire, orduriers. Et j'ai vu que c'était pas normal. Et que ça s'enchaînait en fait au fur et à mesure où je faisais beaucoup de vidéos sur l'Algérie en positif. J'avais ce qu'on appelle aujourd'hui on peut le dire, des mouches électroniques qui viennent de quelque part, que tout le monde sait. Et que en fait c'est que c'était des attaques qui étaient pas normaux en fait. Et qu'il y avait une succession de fake news sur l'Algérie, surtout sur le patrimoine et sur l'histoire de l'Algérie. Et en fait, j'ai changé de bord complètement et je suis devenu un espèce de soldat numérique qui défend coûte que coûte l'Algérie sur les réseaux et puis voilà. Mais justement, vous deux, vous êtes connus pour faire ce qu'on appelle du debunking, de la déconstruction des fausses informations relayées par les médias, qu'ils soient français ou autres. Est-ce que les réseaux sociaux, je vais vous poser la question à vous, Mohamed, vous ont permis de pouvoir, ont été une sorte de canal pour pouvoir exprimer vos opinions librement? Moi j'ai toujours été libre, donc voilà. C'est surtout en fait le réseau social TikTok, pour pas le nommer, qui nous donne justement cette tribune, parce qu'il y a énormément de vues sur ce réseau-là. On va dire que sur les autres réseaux c'est un peu bridé. Et on va dire que grâce à ces réseaux-là, on peut s'exprimer librement, on peut justement
défendre notre pays comme on le souhaite. Et que derrière, il y a surtout la communauté algérienne qui nous suit et qui nous soutient surtout. Nassera, ça change beaucoup de ce qu'on voit sur les médias français. Tout à fait. Tout à fait. Puis moi, c'est quand même assez marrant parce que je suis une personne qui... Je ne suis pas violente sur les réseaux, je n'incite pas à la haine, je n'harcèle personne, je suis juste là pour rétablir la vérité. Et ce qui est quand même assez bizarre par rapport à ces réseaux, je l'ai subi sur YouTube dernièrement, hein, on m'a signalé mon compte. Donc sur un compte, je ne peux plus publier de vidéos. Alors que sur l'autre compte, je les publie, puis c'est le même contenu et ça pose pas de problème. Et en ce qui concerne TikTok, je me suis fait quand même bannir 7 comptes. Je suis à mon 8e compte. Et je reviens, c'est justement pour dire aux gens, ben, vous pouvez, voilà, on peut me bannir un compte, mais on bannira jamais une Algérienne déterminée qui a envie de défendre sa mère patrie et qui a envie de... Voilà, d'être là pour dire, ben, ça vous dérange qu'on dise la vérité, ben, on sera toujours là et c'est comme ça, c'est pas autrement en fait. Mais est-ce que vous pensez que ces attaques sont en lien direct avec le contenu que vous postez sur TikTok? Oui, tout à fait, oui, ça dérange beaucoup qu'on parle de l'Algérie, surtout quand on... En positif surtout. C'est ça, c'est de dire la vérité sur l'Algérie, de voir que nous, les Franco-Algériens, on a quand même cet amour pour l'Algérie. Hein. On est né en France, on a été scolarisé en France. Voilà, quoi, on a passé toute notre vie en France. Et ça les dérange de voir que... Vous êtes attaché à votre mère patrie. C'est ça. C'est peut-être pour eux. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de nous détourner à un moment de l'Algérie et ils n'ont pas réussi. Et voilà, ils ont échoué. Et puis je dirais c'est tant mieux pour nous, puis tant pis pour eux. Est-ce que, entre guillemets, les tentatives de déstabilisation envers vous et vous aussi, madame, elles se sont arrêtées juste à ces blocages de vos comptes, que ce soit sur TikTok ou YouTube, ou est-ce que c'est allé plus loin? Avec de menaces, par exemple. Il y a un peu de tout en fait. En fait, on reçoit des insultes, ça c'est vrai, des menaces aussi, même des menaces de mort. Oui, après, pour nous c'est banal. Hein, Et il y a tout un tas de trucs, ce qu'on appelle le doxing, où ils mettent des photos, ils font des montages. Ouais. Mais pour nous, ça veut dire qu'on est dans le haq, on est dans la vérité. Et que ça nous déstabilise pas pour autant, on continue de faire ce qu'on a à faire. Et on est encore plus déterminé. À continuer en fait. Mais justement, ce qui est beau, c'est de voir que vous deux, vous avez une communauté sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus grandissante, qui est de plus en plus soudée. C'est aussi une communauté qui reflète un peu la personnalité et la force de la communauté algérienne établie à l'étranger. Est-ce que, du coup, vous avez été soutenu dans vos activités et aussi, est-ce que vous envisagez d'élargir ces activités dans d'autres terrains, par exemple dans le terrain associatif? En fait, oui, on a été soutenus. Moi, je suis sur Facebook, je suis sur un peu partout. Puis les tranches d'âge ne sont pas pareilles d'une application à une autre. C'est ce qui est quand même assez génial. Et puis, je le remarque dans la rue, que ce soit à Paris ou ici, quand je suis venue à Alger, les gens, quand ils me reconnaissent, ils sont super contents de me voir et puis de me savoir accessible. Hein. On reste des humains et voilà. Mais oui, avec Coach, on avait eu une enveloppe d'une personne qui veut rester anonyme et qui nous a dit « Je veux que vous donniez de la force au restaurant algérien ». C'est un Algérien. Et ok, il n'y a pas de souci. On avait 54 personnes à prendre, c'est ça. Donc la moitié pour lui et la moitié pour moi. Et moi, j'ai eu l'idée de fêter la réélection du président Abdelmadjid Tebboune. Et ça a fait mal à beaucoup de personnes en fait. Le fait de voir que, malgré qu'on ne vive pas en Algérie, on a cette attache en fait, c'est de se dire puis on l'a soutenu. Moi personnellement, j'ai fait beaucoup de live pour les élections, pas pour que les gens votent pour Abdelmadjid Tebboune, que ça soit bien clair, quoique moi j'ai voté pour lui, mais pour que les gens se mobilisent et aillent voter en fait, parce qu'on a quand même ce privilège et c'est un devoir en tant que citoyen algérien d'aller aux urnes, de voter, de faire son devoir. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire la continuité. J'ai demandé aux gens d'aller voter, j'ai fait beaucoup de live, je me suis mobilisée. Justement, juste pendant les élections, on m'a fait sauter mon 7e compte, c'est que je dérangeais énormément. Voilà, tout à fait. Moi, il nous est arrivé beaucoup de choses juste avant les élections. C'est ça. C'est fou, hein. Et puis on a quand même fêté, on a fait une superbe soirée, puis nos abonnés étaient super contents
de nous voir et de passer ce moment avec nous. Et puis on a été critiqués aussi sur les réseaux par rapport à ça. Mais ce qui est dingue, c'est que ça ne les regarde pas, mais pourtant ça les dérange. Mohamed Al-Arj, j'en parlais tout à l'heure de la diabolisation que notre pays vit depuis C'est surtout des décennies. qu'on a un super président, puisque en fait, le fait qu'on a un président qui représente bien l'Algérie, qui travaille pour l'Algérie, qui franchement, c'était pas forcément le cas ces dernières années, même ces 20 dernières années. On va dire que bon, les 2 premiers mandats du président Bouteflika étaient, pour moi, qui étaient corrects, mais c'est vrai que quand on voit le premier mandat de notre Raïs Abdelmajid Tebboune, on a vraiment un président qui nous rend fiers. On voit tout ce qui se passe avec tous les investissements, tous les projets qu'il y a. On voit avec Rarji Bilet, on voit avec justement le pétrole qu'on a trouvé dans le sud de l'Algérie et tout ce qui est des sables. Bon, je vais pas faire je vais pas énumérer tout ce qu'il a comme projet, mais surtout qu'on a un président qui nous représente bien. On est fiers et qu'on a envie de le soutenir et que voilà, quand on a un exemple pareil, on se doit d'être exemplaire et de travailler pour lui aussi. Il y a aussi tout un peuple qui est aussi solidaire. Si vous permettez, Nadine, une question, parce que c'est bien de rapporter cette précision. Mohamed, d'abord, c'est la première fois qu'il passe à la télévision, c'est à L24. Ouais. Quand madame, vous avez des menaces et des insultes, ça vient d'où? D'autres Algériens, des Français, ça vient d'où? On va dire que ça vient de... Voilà. Ça vient toujours du même endroit et on va dire qu'il y a d'autres entités que je vais diriger vers l'Est, on va dire ça comme ça. Hein. Il y a l'Ouest et l'Est. Hein. L'Est est bien loin vers Jaffa occupé. Hein, donc voilà. Et c'est que... pour moi, c'est juste des menaces... parmi tant d'autres et qui me font pas grand chose en fait. Moi, c'est l'Algérie, rien que l'Algérie. D'ailleurs, vous êtes tous les deux de passage en Algérie, cette semaine. Comment est-ce que vous avez été accueillis par le peuple algérien? C'était extraordinaire. Et en plus, nous, on s'est déplacés justement pour soutenir un Algérien de France qui vient s'installer ici en Algérie. Et puis, avec coach, on s'est dit, il a besoin de soutien, puis on y va, quoi. Ça a commencé dès l'aéroport. Ouais. On vous a reconnus? Il y en a quelques-uns qui nous ont reconnus. Puis là où ça m'a fait plaisir, je l'ai filmé, je l'ai mis sur TikTok. Bon, j'ai pas filmé sa tête. C'est un monsieur de 73 ans dans le métro et qui nous a dit « vous nous rendez fiers ». Vous êtes parisien, une question très importante avant que je vous pose l'autre question. La différence entre le métro parisien et le métro algérien? La propreté. Merci. En fait, lui, il le prend pas souvent. Moi, je suis amenée à le prendre souvent et c'est vrai que ça dépend en fait des lignes. Il y a des lignes à Paris, c'est une catastrophe. Voilà, on favorise le riche et puis le citoyen lambda, les lignes, c'est une catastrophe. La ligne 13, la ligne 7, ils sont bien catastrophiques. Alors qu'en Algérie, nous sommes tous sur le même métro, sur le même standard et que toutes les lignes sont aussi belles les unes que les autres. Et c'est ça l'avantage. Moi, il y a une chose que je voudrais dire et qui est très importante. Il reste moins d'une minute. Il reste moins d'une minute. C'est que ces deux personnes, moi je les connais personnellement, que ce soit coach ou que ce soit Nanou, que ce sont deux personnes qui m'ont soutenu, qui ont toujours été à mes côtés dans les bons et aussi dans les mauvais moments. Quand j'ai été attaqué par des personnes, ils se sont mis immédiatement comme bouclier numérique autour de moi. Je leur en serai éternellement reconnaissant. Et je les ai connus via les réseaux et maintenant ils font partie de ma vie de tous les jours. On s'appelle très souvent et ce sont, je peux le dire avec énormément de fierté, des compatriotes et aussi des amis. Voilà. Merci à vous, merci pour alias tout ce que vous faites Nanou pour la Christelle et Mohamed Al-Arj, donc alias coach Al-Arj. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous tous pour cette émission ce soir. Merci mesdames et messieurs de nous rester fidèles. Très bonne soirée. Tahia. Jazair.